Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro d'Interaction, le magazine international et interactif du Figaro. Je vous rappelle le principe très rapidement. Chaque semaine, jeudi à 13h30, nous sommes en direct pour décrypter un dossier d'actualité internationale avec 3 correspondants du Figaro en direct avec vos questions que vous posez directement et que je transmets ensuite à nos correspondants. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, nous avons le plaisir de recevoir chaque semaine un correspondant étranger en poste à Paris. Au menu cette semaine, nous sommes obligés de parler de la présidentielle française. Mais comment est-elle perçue ailleurs ? Comment Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont-ils perçus en Angleterre, aux États-Unis ou en Russie ? Et comment se comporteraient-ils face à un Donald Trump, une Theresa May ou encore un Vladimir Poutine? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en plateau, ou presque via Skype, nos 3 correspondants du jour, Philippe Gély à Washington, Pierre Avril à Moscou et Florentin Collomb à Londres. Bonjour messieurs. Bonjour. Je vous rappelle également que nous vous posons une question sur Twitter en ce moment même. #interaction, #Figaro Live. La question est: considérez-vous que Emmanuel Macron a la stature internationale d'un chef d'État? Et nous commenterons les résultats de ce sondage en direct à la fin de l'émission. On va d'abord parler des unes de journaux aux États-Unis, en Angleterre et en Russie, voir comment ils ont annoncé les résultats du premier tour. C'est toujours intéressant. Et on commence en Angleterre avec la une du Times qui met en première page Marine Le Pen, alors que c'est effectivement Macron qui est arrivé en tête au premier tour, avec ce titre que l'on peut traduire par les élites françaises humiliées par la victoire des outsiders. Et une autre une, celle du Daily Mail cette fois-ci, qui nous dit en toute mesure que nous avons désormais une nouvelle révolution française. Florentin, vous êtes notre correspondant à Londres, je le rappelle. On voit des unes qui sont assez focalisées finalement sur Marine Le Pen en Angleterre. Oui, très concentré sur Marine Le Pen. Cela fait des mois que la presse britannique et le public britannique s'intéressent à cette élection, principalement via le prisme de Marine Le Pen. Pour eux, l'arrivée de Marine Le Pen éventuelle au pouvoir serait une suite logique du Brexit d'abord, et puis de l'élection de Donald Trump à la présidence américaine. Et donc, elle était présentée comme en fait la 3e étape de cette victoire du populisme. C'est pour ça que le Times s'est concentré sur sa figure le jour de l'élection. Et le Daily Mail, qui est un tabloïd europhobe, parle de nouvelle révolution parce qu'il présente maintenant le deuxième tour comme une sorte de référendum sur le Frexit qui opposerait les partisans de l'Europe incarnés par Emmanuel Macron et les anti-européens qui se réuniraient derrière Marine Le Pen. On en a également beaucoup parlé aux États-Unis, mais peut-être de manière un peu plus factuelle. Au New York Times, par exemple, vous allez pouvoir découvrir la une que l'on vous a préparée, où on parle également des outsiders qui sont qualifiés pour le second tour. Alors, pas de photo des 2 finalistes, mais celle des militants fillonistes déçus. C'est un choix éditorial comme un autre. Et puis, au Wall Street Journal, on interprète déjà le score de Macron et le fait qu'il soit en première place comme un apaisement des éventuelles craintes qu'il aurait pu y avoir sur l'Union européenne. Mais vous me disiez, Philippe, à Washington, que ce n'est pas un premier tour qui a passionné les foules, aux États-Unis en tout cas. Non, les États-Unis sont très occupés avec leur propre président qui remplit largement l'actualité. Donc les journaux, les médias dans l'ensemble s'y sont intéressés surtout à la fin, après l'attentat des Champs-Élysées. Vous avez raison, la couverture des résultats était plutôt factuelle. Les journaux ici mettent l'accent effectivement sur le fait qu'il y a un soulagement en Europe, avec les chances que l'Europe soit sauvée, entre guillemets, je cite les journaux américains. Ils soulignent aussi le fait que le vieux système politique est mort, et beaucoup s'interrogent sur la façon dont la France pourra être gouvernée après le deuxième tour du 7 mai. Et puis enfin, il y a eu 2 petits points d'intérêt assez marqués dans la presse américaine. Sur Marine Le Pen, ce sont ses connexions avec la Russie. Et sur Emmanuel Macron, il y a eu quelques articles sur son mariage et son épouse. Alors, on a déjà un commentaire de Cédric qui nous dit « Pourquoi l'élection française est tant regardée à l'étranger? Quel enjeu à l'international ?» Et bien justement, Cédric, on s'est aperçu avec Pierre à Moscou, en tout cas, notre correspondant à Moscou, que l'élection n'était pas extrêmement suivi en tout cas sur la presse. Il y a eu très peu de unes étrangères, des journaux à Moscou qui parlaient de ce premier tour. Pierre, est-ce que c'est parce que le résultat n'a pas eu les faveurs, on va dire, du Kremlin et qu'au final, il fallait mieux ne pas trop en parler?
Il y a deux raisons. La première, c'est le fait qu'il y a une heure de décalage horaire avec Moscou, que les journaux bouclent assez tôt le soir. Et la deuxième raison principale, c'est celle qu'évidemment que vous évoquez, qui n'est pas le fait qu'il y ait un ordre du Kremlin, mais plutôt le fait qu'il y ait une espèce un peu de déception de la part des médias russes qui avaient tellement mis en avant une probable victoire de Marine Le Pen lors de la campagne qu'ils se sont retrouvés un petit peu pris au dépourvu lorsque les résultats ont confirmé au contraire l'avancée et le leadership d'Emmanuel Macron. On vous a quand même montré très brièvement une une, c'est celle de Commerçante. On va vous la remettre. Et il s'avère que cette une est un petit peu particulière. C'est peut-être pas une mais au moins un article, puisque, eh bien, je vous le traduis, hein, c'est la finale du concours des eurosceptiques. Voilà le titre choisi par cet article. Pierre, c'est un peu particulier parce que Macron est quand même le candidat le plus européen de tous, presque. Oui, en fait, c'est difficile de comprendre la logique de ce titre. Simplement, le quotidien Commerçante, qui est le seul à avoir fait sa une sur les élections françaises lundi matin, est revenu sur le sujet le surlendemain en expliquant que les espoirs de Moscou dans une victoire de Marine Le Pen finalement ont été déçus et que la vague populiste qui avait commencé à déferler après le Brexit et confirmé ensuite aux États-Unis, finalement, s'était arrêtée, ou en tout cas s'était brisée à l'issue de l'élection française. Messieurs, on va maintenant parler du vote des Français de l'étranger. Comment est-ce qu'ils ont voté aux États-Unis? Comment est-ce qu'ils ont voté en Angleterre et en Russie? Vous allez voir, les scores sont vraiment hallucinants, un peu impressionnants. On va commencer avec les Français de l'étranger aux États-Unis. Et regardez ce score. Emmanuel Macron aurait été élu à 51% dès le premier tour. Et à regarder maintenant en Angleterre, c'est exactement le même score. Et il s'avère d'ailleurs, je vous le dis, que cela concerne à peu près le même nombre d'électeurs. À peu près 45 000 Frenchies aux États-Unis, 45 000 en Angleterre. Et dans les deux pays, Emmanuel Macron aurait été élu au premier tour. Et dans les deux pays, Marine Le Pen fait un score anecdotique. Peut-être un commentaire là-dessus, Philippe. Emmanuel Macron, qu'on considère là-bas comme le président pour les Frenchies aux États-Unis. D'abord, il faut noter qu'il y a plus de 120 000 Français inscrits sur les listes électorales dans ces pays-là, mais que ceux qui peuvent physiquement voter sont ceux qui vivent dans les villes. J'ai rencontré des gens en votant à Washington qui avaient fait 1h30 de voiture pour venir voter à l'ambassade. Donc, il y a une représentativité qui n'est pas forcément la même que sur le territoire national. Deuxièmement, on peut s'étonner en effet que Emmanuel Macron ait fait un score aussi élevé. Aux États-Unis, par exemple, Nicolas Sarkozy était arrivé en tête en 2007 et en 2012. Sont souvent des électorats, disons, influencés par la culture politique du pays dans lequel ils vivent. En Russie, en revanche, on va vous montrer maintenant les résultats. Là, ça concerne beaucoup moins de monde, hein. À peu près 1600 Français en Russie qui ont voté. Et regardez, c'est donc François Fillon qui arrive en tête avec 44% des voix. Là encore, un score impressionnant. Pierre, peut-être un commentaire sur ce résultat? François Fillon, le plus russophile peut-être pour les Français qui habitent en Russie? Il faut préciser qu'avant que les médias russes se prennent d'enthousiasme pour Marine Le Pen, il y avait quand même une préférence qui avait été accordée à François Fillon, qui ensuite s'est retrouvé pris dans les affaires et du coup, finalement, le choix de Marine Le Pen s'est fait comme un choix de substitution. Malgré tout, il y a la communauté des affaires ici en Russie française a soutenu largement François Fillon, qui était perçu comme russophile, favorable à la levée des sanctions, par exemple, contre la Russie, ce qui est une revendication des industriels français ici à Moscou. Donc, ce n'est pas très étonnant de voir ce score. On va maintenant passer au cœur du débat. Comment sont perçus les deux finalistes dans les pays où nous avons aujourd'hui nos correspondants? Et surtout, comment est-ce qu'ils se comporteraient par rapport aux chefs d'État que nous avons déjà cités? On va commencer aux États-Unis avec Marine Le Pen. Alors, elle a eu beaucoup de commentaires élogieux de la part de Donald Trump. Vous vous rappelez aussi qu'elle a fait une visite à New York, c'était il n'y a pas très longtemps encore, à la Trump Tower, où, d'ailleurs, vous la voyez sur ces images, c'était le 12 janvier 2017.
Elle s'était rendue dans le building géré par le président des États-Unis, qui n'était pas encore en fonction d'ailleurs pour l'anecdote, mais elle n'avait pas rencontré Donald Trump. Alors Philippe Gély, est-ce qu'on peut dire que Donald Trump est un soutien qui n'est pas un soutien officiel, mais un soutien officieux de Marine Le Pen, ou est-ce qu'on va trop loin en disant ça? Il n'est certainement pas un soutien officiel, puisque son directeur de cabinet a fait des déclarations dimanche dernier pour justement contredire cette version. S'il a été intervenu là-dessus, c'est parce que Donald Trump avait, dans une interview à l'agence AP vendredi dernier, fait des commentaires qui pouvaient être interprétés comme une espèce d'adoubement officieux, dans la mesure où il avait dit d'une part que l'attaque des Champs-Élysées allait probablement avoir un grand impact sur le scrutin, et d'autre part que Marine Le Pen lui paraissait la plus forte face aux problèmes que connaît la France, et dans son esprit il s'agit principalement de l'immigration et du terrorisme. On a une question d'un internaute, Philippe Yacine, qui nous demande, du point de vue des États-Unis et de la population, n'est-il pas plus judicieux de sortir de l'Europe, il parle bien entendu de la France, et de retrouver notre indépendance? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Yacine? Du point de vue des États-Unis, en tout cas, certains à la Maison-Blanche font cette analyse, notamment le conseiller stratégique du président Trump, Steve Bannon, qui lui voit une sorte de Tea Party mondial dans lequel il inclut le Front National, mais aussi le UKIP et d'autres. Mais ce n'est pas l'analyse dominante aux États-Unis, loin de là. Au contraire, dans la plupart des commentateurs lundi matin soulignaient que les États-Unis n'ont pas d'intérêt objectif à une dislocation de l'Union européenne. Les États-Unis ont intérêt à ce que l'Europe soit un continent stable, un allié solide. Ils n'ont pas intérêt à ce que le chaos se répande en Europe, même un chaos purement politique ou économique. Un mot maintenant sur Emmanuel Macron. On l'a parfois comparé au French Obama. C'est une expression qu'on a déjà entendue une fois ou deux. Et d'ailleurs, l'ancien président des États-Unis avait passé un coup de fil à Emmanuel Macron. Alors, de manière extrêmement scénarisée, vous allez le voir, on va vous montrer la vidéo. C'était 3 jours avant le premier tour. Je ne sais pas si en régie, on peut vous montrer tout de suite cette image. The main message I have is to wish you all the best in the coming days, and make sure that, as you said, you work hard all the way through, because you never know. It might be that last day of campaigning that. Yeah, I do agree. Makes all the difference. Thank you very much. I do appreciate. Et à la fin, vous ne l'avez pas entendu, mais il lui dit « good luck ». Et alors, attendez, Philippe, on a le coup de fil d'Obama, c'est très bien, mais c'est Donald Trump qui est au pouvoir. Le problème, il est peut-être là. Comment serait une relation entre Emmanuel Macron, s'il gagne ce deuxième tour, et Donald Trump, président des États-Unis? Il y a plusieurs choses à dire d'abord sur ce coup de fil, qui est effectivement scénarisé, qui est surprenant dans la mesure où Obama a dû être prévenu que tout cela a été filmé, donc il se prête volontairement à quelque chose qui est comme une intervention dans une campagne à l'étranger. C'est surprenant de sa part. Peut-être les enjeux l'ont-ils motivé. On aurait peut-être mieux compris si le seul adversaire, s'il s'agissait d'une intervention entre les deux tours. Le French Obama, en gros, j'ai fait quelques recherches. Il y a 3 personnes qui ont utilisé cette expression. Il est intéressant de noter que 2 d'entre elles sont plutôt conservatrices et qu'en réalité, l'expression a été utilisée dans un article de Breitbart News, qui est le site, comme vous le savez, qui était dirigé par le conseiller de Trump, Steve Bannon, jusqu'à l'élection du 8 novembre. Un article au vitriol contre Macron, où précisément il le traite de French Obama, et l'article se termine par ces mots en français dans le texte « Salut président Macron, adieu la France ». Donc c'est vous dire que ce n'est pas forcément utilisé comme un compliment. Très bien, Philippe. Je vois que vous êtes figé sur une image qui n'est pas favorable d'ailleurs à votre égard. On va couper et reprendre la liaison tout de suite. Vous inquiétez pas. Et on va tout de suite prendre la direction de Moscou, où Marine Le Pen était décrite depuis de longs mois comme la favorite du Kremlin. Devant les caméras, on l'a vu aussi s'adresser à Vladimir Poutine lors d'une visite à Moscou. On va pouvoir vous montrer les images. Et Vladimir Poutine qui prend ensuite la parole pour commenter cette rencontre avec la présidente du Front National. Конечно, что сейчас активно развивается предвыборная кампания во Франции. Мы ни в коем случае не хотим как-то влиять на происходящие события. Это достаточно
быстро развивающийся спектр политических сил европейских. Pierre, on a pu voir Vladimir Poutine avec Marine Le Pen. Même question, est-ce qu'il n'a pas parié sur le mauvais cheval, même si elle n'a pas perdu, bien entendu? Et est-ce un choix risqué diplomatiquement si jamais Emmanuel Macron arrive au pouvoir? Officiellement, ici à Moscou, on ne peut pas parler de choix risqué, puisque le Kremlin s'est toujours défendu de toute ingérence dans la campagne électorale française. Et lorsque Vladimir Poutine a reçu Marine Le Pen, il a également précisé que cette rencontre ne signifiait en aucun cas un adoubement de la candidate du Front National. Mais il est vrai que ce résultat peut être vu comme une espèce un peu de revers pour le Kremlin, qui en fait, à première vue, a beaucoup moins intérêt à avoir comme interlocuteur en face de lui Emmanuel Macron plutôt que Marine Le Pen. J'ai deux choses à vous dire très rapidement. D'abord, la question Twitter continue. Vous pouvez voter en direct. Je vous rappelle cette question, #interaction, #Figaro Live. Considérez-vous qu'Emmanuel Macron a la stature internationale d'un chef d'État? Pour l'instant, nous sommes à 36% de oui. Le sondage continue. La deuxième chose, c'est une question. Très rapidement, je voulais avoir votre avis. Mathieu qui nous dit pourquoi dans certains pays étrangers, il n'y avait pas d'affiche de Marine Le Pen. Vous avez constaté ça rapidement? Je ne suis même pas sûr qu'il y avait des affiches devant les bureaux de vote français à Londres et dans le reste du Royaume-Uni. D'accord, donc rien d'inhabituel de ce côté-là. Il n'y avait pas des affiches absolument partout pour les autres candidats. D'accord, ok, très bien. On continue, toujours en Russie. On voulait vous montrer à quel point parfois le soutien envers Marine Le Pen peut être un peu trop voyant. Et avec notamment ce tweet de la chaîne TV de l'armée russe qui tweet donc les résultats, qui les annonce de manière tout à fait factuelle, mais qui a un petit hashtag à la fin, « Je vote Marine ». Alors Pierre, jusqu'où va le soutien de la Russie à Marine Le Pen ? Il est allé comme une sorte un peu d'acte manqué, il se traduit par une sorte d'acte manqué peut-être par l'utilisation de hashtag Je vote Marine par la chaîne Suezda du ministère de la Défense. Mais encore une fois, officiellement, les médias russes ont étonnamment beaucoup écrit d'articles pour se plaindre justement qu'on les accusait de vouloir influencer sur la campagne électorale française. Donc il y a sans arrêt une espèce de renversement de la problématique avec des articles russes démentant, faisant état des accusations pesant sur les médias russes concernant une soi-disant préférence à l'égard de Marine Le Pen, tout en démentant cette influence présupposée et cette ingérence. Direction maintenant Londres, où on a pu voir Emmanuel Macron rendre visite à Theresa May. C'était il y a quelques semaines. Alors on l'a vu à Downing Street, on va vous montrer la photo. Il n'y a pas eu de photo officielle avec Theresa May, mais il y a eu en tout cas un échange. Et du coup, la question voilà, vous le voyez sur cette photographie de l'AFP, où il va bientôt rencontrer la première ministre britannique. Et du coup, Marine Le Pen s'est retrouvée un peu snobée. C'est en tout cas la question que lui a posée Nigel Farage, l'ancien patron de l'UKIP, lors d'une interview sur NBC. Écoutez ce qu'elle disait. So the question is, has the British Prime Minister snubbed you? Ça a l'air. Well, it seems to be the case. I find it difficult to understand the consistency of ideas and convictions. Voilà pour cet extrait doublé qu'on vous a quand même traduit pour que vous puissiez le comprendre. Florentin, ce choix a pu surprendre, évidemment. Marine Le Pen est la candidate du Frexit, mais on peut dire que le Royaume-Uni a fait preuve de pragmatisme. Oui, exactement, de pragmatisme, parce que même si Marine Le Pen partagerait la vision anti-européenne qui est en train de mettre en place le gouvernement de Theresa May, ce que répète à longueur de journée dans le cadre de ce processus du Brexit Theresa May, c'est que Londres souhaite un partenariat fort avec une Europe forte. Or, si la France venait à quitter l'Union européenne, l'Union européenne serait menacée d'effondrement, et donc Londres n'aurait plus vraiment de partenaire pour négocier sa sortie ordonnée de l'Union européenne. Donc, c'est une perspective de déstabilisation aux conséquences plus incertaines et plus
plus périlleuse, on va dire, pour Londres que de devoir gérer la sortie de l'Union européenne avec un gouvernement français qui soit bien ancré en Europe, qui serait incarné par Emmanuel Macron. Et alors la victoire d'Emmanuel Macron n'est pas en tout cas certaine, c'est l'avis de Nigel Farage qui vient de poser une question à Marine Le Pen et qu'on retrouve dans l'extrait qu'on va vous montrer, l'ancien patron de l'UKIP qui a milité pour le Brexit et qui maintenant est plutôt un personnage médiatique que politique. Écoutez ce qu'il dit sur ce résultat du premier tour. Trump and all sorts of surprises. You know, don't write this off. This is a big, big battle of two huge cultural ideals. One, the globalists who believe in open borders, and the other, those who believe in nation state and protecting their people. And I think this will run a lot closer than most of your commentators in Paris are saying today. Un mot peut-être, Florentin, sur Macron et ses positions aussi sur le Brexit. Vous me disiez, Marine Le Pen n'a pas forcément les faveurs de Theresa May. Et que peut-on dire de Macron président, ce qu'il fera sur le Brexit, ce qu'il fera aussi... C'est vrai qu'à la fois, il représente une ligne pro-business et à la fois une ligne pro-européenne. Donc comment vont-ils s'entendre avec Theresa May ? Ils vont s'entendre comme deux négociateurs d'un divorce pas forcément harmonieux. C'est-à-dire que quand il est venu et qu'il a rencontré Theresa May, Emmanuel Macron n'a pas fait mystère de lui avoir dit qu'il serait très strict sur le respect des intérêts de l'Union européenne s'il était élu à la présidence. Il tient à affirmer qu'on ne peut pas avoir les mêmes avantages en dehors de l'Union européenne que quand on est membre et que donc il y aura un prix à payer pour la Grande-Bretagne lors de la sortie effective de l'Europe. Merci beaucoup, Florentin. Et je vois que Philippe est de retour, mais c'est le moment de nous dire au revoir. C'est terrible, puisque nous nous retrouvons peut-être la semaine prochaine. Merci en tout cas les correspondants d'être avec nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, mais nous, on reste ensemble, car nous avons maintenant avec nous Anastina et Ikila. Bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondante finlandaise pour Yle, je crois que je prononce bien, qui est un média finlandais, et vous êtes correspondante à Paris depuis maintenant 3 ans. Alors, j'ai déjà une question à vous poser. La Finlande, d'après les chiffres que j'ai, vous allez me dire si c'est bon, c'est le 5e pays le plus heureux au monde. C'est le 3e pays sur l'indice de transparence. C'est le 3e pays où la presse est la plus libre et les classements défilent. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vivre ici? Je rappelle que la France n'est pas vraiment au même niveau sur ces classements. En ce moment, il neige à Helsinki. C'est un bon... Oui, effectivement. donc je pense qu'il faut qu'on reste très positif en Finlande pour survivre déjà. Et oui, malheureusement, on a reculé dans les sondages. On était le premier pays à liberté. Il avait des affaires chez nous aussi. Oui, on a eu quelques problèmes, donc il y a du travail à faire en ce moment. Justement, les affaires, nous on en a parlé un petit peu pendant la campagne avec François Fillon, avec Marine Le Pen. Est-ce que vous aussi, en Finlande, il y a des affaires politiques et est-ce qu'elles ont les mêmes impacts? Il y en a. On a eu des affaires, mais oui, les impacts, ça a été, les affaires ont été moins dramatiques et les impacts peut-être plus dramatiques. Donc c'est vrai qu'on a du mal en Finlande à imaginer qu'une telle affaire qu'en France, avec M. Fillon, aurait pu continuer si longtemps. Oui. Je pense qu'en Finlande, oui, c'est plus compliqué pour un politicien de revenir après une affaire. J'en ai justement une question de Cédric qui nous dit comment cette journaliste a-t-elle vécu cette campagne? Est-ce que, oui, il y a des moments que vous avez parcouru la France, vous me disiez, il y a des moments forts que vous avez retenus? Ça a surtout été très dramatique. Oui. Et ça a été surprenant. Donc ça a été, oui, très intéressant, oui. C'est une campagne aussi qui a intéressé en Finlande. Hein. C'était pas quelque chose d'anodin pour eux. Non. Oui, en Finlande, je pense que c'est la campagne j'ai jamais vu ou vécu une campagne qui a provoqué autant d'intérêt, suscité autant d'intérêt en Finlande, parce que bien sûr l'enjeu pour la Finlande c'est énorme, parce que c'est un petit pays, on est dans l'Union européenne, on exporte beaucoup et bien sûr parce que avec toutes ces affaires et tout ça, ça a été intéressant. On parle beaucoup de la Finlande aussi, et de tous les pays scandinaves d'ailleurs, comme des royaumes de transparence en politique. Est-ce que vous pensez que ces modèles-là sont exportables en France, ou est-ce que les cultures sont trop différentes? Bien sûr, c'est beaucoup plus simple pour la Finlande. C'est un
petit pays, on est 6 millions en Finlande et c'est très homogène en plus. Donc, mais sinon, oui, je pense la transparence, on a beaucoup parlé du modèle scandinave en France ces derniers temps. Donc oui, je pense qu'on peut... on peut s'en inspirer en tout cas. C'est ça. Oui. Sur les deux finalistes du premier tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, on en parle aussi en Finlande. Est-ce qu'il y a une prise de position politique Oui. Évidemment, je dirais que oui, la vaste majorité de la classe politique s'est posée en faveur de M. Macron, comme la presse. Mais oui, sinon, on reste prudent en Finlande. Les journalistes ont essayé de rappeler qu'il faut attendre pour les résultats du deuxième tour et pour savoir qui va être le prochain président. Dernière question, est-ce que la montée de l'extrême droite, c'est aussi un phénomène qu'on retrouve en Finlande? On peut dire ça. Peut-être moins. Oui. C'est en fait, on a parti populiste, les vrais Finlandais qui est rentré dans le gouvernement. Et c'est un peu moins extrême, mais oui, on a beaucoup d'expérience et on a beaucoup parlé de ce phénomène. Et c'est pas étrange pour nous et c'est pour ça qu'on a beaucoup essayé de comprendre c'est ce qui s'est passé en France avec Marine Le Pen. Parce que, oui, évidemment, il y a beaucoup de similarités avec la Finlande aussi. Et donc les vrais Finlandais, le parti dont vous me parliez, s'inspire un petit peu de Marine Le Pen? Oui, oui, c'est un parti populiste. C'est pas extrême droite, mais c'est populiste. Et oui, il y a beaucoup de similarités entre des deux partis. Et il y a aussi beaucoup de similarités entre l'économie française et l'économie finlandaise parce qu'on a beaucoup de chômage, on a les mêmes types de problèmes. Donc, oui, il y a sans doute des similarités, justement. Merci beaucoup, Anna-Sina Heikkilä. Je rappelle que vous êtes correspondante à Paris pour Oulé. C'est bien ça. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interaction, tous les jeudis à 13h30. À bientôt.